Bonjour à tous. Donc cette petite vidéo pour revenir sur une question que vous me posez souvent en me disant Madame, je comprends pas ce que c'est un schéma décisionnel, je vois pas ce que c'est le schéma opérant, schéma du système opérant, pardon. Je vois pas la différence entre les deux. Donc au travers de cette petite vidéo, on va essayer de faire le point là-dessus et remettre en évidence qu'en fait ce schéma décisionnel et ce schéma du système opérant, ce sont deux outils qui font partie d'une méthode d'analyse. Donc en fait, analyser et comprendre le fonctionnement d'une entreprise agricole, ça peut se faire au travers d'une méthode qui s'appelle l'approche systémique. Et dans cette approche systémique, on a deux outils à utiliser qui sont le schéma décisionnel et le schéma du système opérant. Donc on va voir ensemble, on va faire un rappel sur tout ça pour essayer de vous éclairer. Donc tout d'abord, on va venir sur les définitions. Enfin, la définition plus particulièrement. Donc, qu'est-ce qu'on vise? On vise à appréhender des phénomènes complexes. Effectivement, une entreprise agricole, c'est un système qui est complexe. Et on doit à la fois analyser le système dans sa globalité, dans son ensemble, tout en tenant compte en fait de toutes les interactions qui peuvent exister entre les différents sous-systèmes. Alors, je vais lire les définitions. Je sais que je vous dis que c'est pas bien de lire un diaporama, mais là pour le coup, je n'ai pas trop le choix. Donc, dans le domaine agricole, l'analyse systémique, elle est utilisée pour comprendre la complexité de l'exploitation agricole. Comment on fait pour la comprendre? Eh bien, on analyse ces interactions. Alors, les interactions à l'intérieur du système d'exploitation, c'est-à-dire l'entreprise agricole, et les interactions avec son environnement. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, et ce qui peut expliquer le fait que ce soit complexe pour vous à comprendre, c'est que faire cette analyse, ça requiert en fait de se placer dans le champ interdisciplinaire, c'est-à-dire que on va utiliser plusieurs disciplines. On va utiliser l'agroécologie, on va utiliser l'économie, la sociologie, on va aussi être dans un champ historique, on va utiliser la zootechnie, l'agronomie, ben voilà. C'est interdisciplinaire, donc c'est complexe pour vous parce que il faut sans cesse en fait faire des allées et venues dans les différents tiroirs de vos compétences. Si on imagine en fait votre cerveau rangé comme un meuble à tiroirs, vous avez un tiroir pour l'agronomie, un tiroir pour la zoo, un tiroir pour l'économie, un tiroir pour la sociologie, etc. Et là, en fait, pour arriver à faire de l'approche globale, eh bien, il faut sans cesse ouvrir des tiroirs et prendre des choses dedans. Et donc, c'est compliqué. Donc, on est dans une vision dynamique des choses. Ça bouge, en fait, puisqu'on regarde des interactions, puisqu'on voit les effets d'un système sur un autre, puis des effets sur encore un autre système, c'est dynamique. Et donc, il faut comprendre la dynamique du système et les pratiques des agriculteurs, parce que c'est bien les choix de pratiques agricoles qui rendent le système complexe, mais qui sont indispensables à être étudiés. Donc les interactions, elles sont organisées au travers d'objectifs. Ces objectifs, ils sont finalisés et conduits par le ou les chefs d'entreprise. C'est bien le ou les chefs d'entreprise, qu'on appellera le système social, qui décide des objectifs qui sont fixés à l'entreprise. Heureusement. C'est bien le chef d'entreprise qui décide de l'avenir de l'entreprise. Mais ces interactions, elles ne sont pas figées. On a dit que c'était un système dynamique. Donc, les interactions, elles bougent en même temps que les systèmes bougent. C'est-à-dire que votre système, par exemple, élevage, eh bien, si vous passez, par exemple, de, je ne sais pas moi, 50 vaches à 60 vaches, eh bien, forcément, il va y avoir des modifications. Ça ne va plus interagir pareil avec le système fourrageux, par exemple, puisqu'il faudra plus de fourrage pour nourrir plus d'animaux. Et donc, du coup, un effet en chaîne se produit. Si on doit trouver davantage de surface fourragère, alors peut-être que notre système culture il va être impacté par cette modification. Donc, c'est tout le temps en interaction, c'est toujours en mouvement.
Donc, les interactions sont soumises à l'évolution continue des systèmes qui les englobent. On va voir par la suite, on va définir ces différents systèmes. L'agroécosystème, le territoire, les organisations professionnelles et sociales. On y place aussi dans les facteurs qui peuvent faire bouger en fait le système, les attentes sociétales liées à la place de l'agriculture, ça c'est un thème d'actualité, l'évolution des marchés, les politiques publiques autant agricoles que rurales. Donc voilà, c'est un système, le système d'exploitation, qui est soumis à beaucoup de fluctuations parce qu'il est en interaction avec beaucoup de systèmes. Donc notre exploitation agricole, c'est un système complexe, il est soumis à des réalités changeantes. On l'a vu, ça ne fait que bouger. Et donc, quel est l'intérêt de cette approche systémique? Eh bien, c'est qu'elle va aller chercher dans l'histoire, elle va aller chercher dans les atouts et contraintes de l'exploitation, et elle va mettre en avant les aspirations et les objectifs de l'exploitant. Et donc là, si vous avez un petit peu étudié le schéma décisionnel, on est carrément dedans. Donc voilà, l'entreprise agricole, c'est un système complexe. On a besoin d'une méthode pour l'analyser parce que elle est soumise à beaucoup de changements, elle est en interaction avec beaucoup de systèmes, donc on ne peut pas y arriver avec nos méthodes d'analyse simples. Donc, on s'intéresse à l'approche systémique. Et donc, l'approche systémique, c'est une approche où on va considérer chaque système et les interactions qu'il peut y avoir entre tous ces systèmes. Donc nous avons dit que l'approche systémique, c'est une analyse de l'entreprise agricole en différents systèmes. Donc l'entreprise agricole, elle est composée de plusieurs systèmes qui sont en interaction les uns avec les autres. Nous avons dit également que l'entreprise agricole, elle était en interaction avec son environnement. Donc maintenant, on va identifier et définir les différents systèmes et l'environnement. Donc on va commencer par l'environnement. On va parler de l'environnement au sens large. Pas seulement l'environnement naturel, mais tout ce qui entoure l'entreprise agricole. Donc d'abord, il faut définir des limites à cet environnement, c'est-à-dire le territoire de l'entreprise agricole. Donc c'est une tâche complexe, car les limites du territoire de l'entreprise agricole, elles peuvent varier en fonction de ce qu'on étudie. Par exemple, si on considère le parcellaire de l'entreprise, on va s'intéresser aux limites géographiques, aux limites physiques. Si l'ensemble des parcelles de l'entreprise sont situées dans un périmètre de 10 km autour de la ferme, alors le territoire de l'entreprise, c'est ce périmètre de 10 km autour de la ferme. Mais, à présent, si on s'intéresse à l'amont et à l'aval de l'entreprise agricole, une entreprise agricole qui s'approvisionne auprès de fournisseurs situés dans le sud de la France ou qui achètent des matières premières venues de l'étranger. Est-ce qu'on peut considérer que son territoire s'étend jusqu'au Brésil, le producteur de soja? Et de la même façon, si l'entreprise agricole, elle vend ses productions à une entreprise industrielle qui va exporter les produits vers l'étranger, que devient le territoire de l'entreprise? Est-ce qu'il s'étend lui aussi jusqu'aux mêmes limites que celles de l'entreprise industrielle? Donc en conclusion, pour définir le territoire de l'entreprise agricole, il n'y a pas de règle stricte. Le territoire, les dimensions du territoire s'adaptent à ce à quoi vous vous intéressez. À présent, on va identifier les différentes composantes du territoire et les acteurs du territoire qui vont entrer en interaction avec l'entreprise agricole, car c'est, je vous le rappelle, l'analyse de ces interactions qui nous intéresse dans notre approche systémique. Donc un territoire est composé de différents partenaires pour l'entreprise agricole, les partenaires avec qui elle va rentrer en interaction. Donc on va d'abord trouver les partenaires commerciaux, c'est-à-dire les entreprises qui approvisionnent l'entreprise agricole en matières premières,
aliments, semences, carburant, etc. ou en service. Téléphone, assurance, recrutement de main-d'œuvre, gestion, etc. Toutes les entreprises, vous le savez à présent, de l'amont. En aval, on va retrouver les entreprises à qui sont vendus les biens produits sur l'entreprise agricole, les viandes, céréales, et puis de plus en plus l'électricité verte. Et aussi les entreprises à qui sont vendus, les entreprises ou les particuliers à qui sont vendus des services. C'est une activité bien sûr qui est à la marge, mais on voit se développer de l'hébergement en chambre d'hôte ou camping à la ferme. Voilà. Donc à côté de nos partenaires commerciaux qu'on vient d'énoncer, on retrouve des partenaires sociaux et d'État, principalement l'Europe, et puis l'État français, et puis la MSA pour les partenaires sociaux. Maintenant, on va s'intéresser à l'analyse des interactions. Quelles sont les interactions qui existent entre l'entreprise agricole et les partenaires qu'on vient d'énoncer? Et donc, pour analyser ces interactions, il faut s'intéresser aux liens qui les unissent. Donc, ce qui unit l'entreprise agricole et les partenaires commerciaux, c'est un lien marchand. Donc, on va s'intéresser à définir la stratégie commerciale qui existe entre l'entreprise agricole et l'entreprise commerciale. On trouve souvent 4 types de stratégies commerciales. Il peut y en avoir d'autres, ce n'est pas une liste exhaustive. Donc, c'est juste pour vous donner des pistes d'idées. Donc, on trouve en premier la relation de confiance. Elle est souvent liée à un partenariat historique. On a toujours travaillé avec telle ou telle entreprise, donc on maintient ce partenariat. L'objectif pour les chefs d'entreprise, c'est en général de travailler dans le confort et la sécurité. Deuxième type de stratégie, qui va être la stratégie de mise en concurrence, où là, l'objectif est de faire baisser les prix. On va mettre en concurrence deux entreprises d'approvisionnement avec des activités identiques pour leur faire baisser les prix. Troisième type de stratégie, ça va être la relation de proximité. Le plus souvent pour des questions de praticité. On travaille avec telle ou telle entreprise parce qu'elle n'est pas loin. Mais cela dit, on voit de plus en plus se développer cette relation de proximité pour des questions d'éthique. C'est-à-dire de vouloir faire fonctionner le commerce local, souvent dans une visée de durabilité. Enfin, quatrième type de relation, ça va être la relation de fiabilité. Elle est assez proche de celle de la confiance. C'est lorsque l'entreprise commerciale, avec qui l'entreprise agricole commerce, a prouvé sa fiabilité au travers du temps ou au travers d'actions. Par exemple, avoir des prix compétitifs, avoir un bon relationnel avec le commercial. Et lorsque l'entreprise agricole se rend compte que l'entreprise commerciale en face, elle n'essaie pas de l'arnaquer, entre guillemets. Donc voilà pour le lien et les stratégies qui existent avec les partenaires commerciaux. Maintenant, en ce qui concerne les partenaires sociaux et d'État, il n'y a pas de stratégie, parce qu'il n'y a pas de choix possible. On est contraint, l'entreprise agricole est contrainte de travailler avec les partenaires sociaux et d'État. Donc, pas de stratégie possible. Retournons à présent à notre page principale. J'ai ajouté un petit S sous partenaire, puisque nous venons d'étudier que les interactions entre l'entreprise agricole et ses partenaires se définissent par les stratégies, donc le petit S de stratégie. À présent, nous allons nous intéresser à l'environnement naturel et au milieu socio-territorial de l'entreprise agricole. Pour analyser les interactions entre l'entreprise agricole et son environnement social, on va faire un diagnostic du dynamisme socio-territorial. Alors, faire un diagnostic, c'est quoi? Eh bien, c'est observer des faits concrets, des observables, et en tirer une conclusion. Donc, pour faire le diagnostic du dynamisme socio-territorial, on va prendre en compte différents critères observables. Le premier critère observable est la proximité avec une ou des communes riches en services. L'entreprise agricole et ses dirigeants ont besoin
de se fournir en matières premières et en services pour vivre. J'insiste sur le fait que le chef d'entreprise est un être humain qui n'a pas seulement besoin de travailler. Il doit aussi s'épanouir au sein de sa famille, entretenir des liens sociaux avec ses congénères, s'amuser, faire du sport, etc. Si tous ces biens et services se situent à 20 km de l'entreprise, cela ne va pas favoriser le développement de l'entreprise agricole et le bien-être de son ou ses dirigeants. Le deuxième critère qui va favoriser ou non le développement de l'entreprise est l'état et la présence des infrastructures de communication. Alors, infrastructures aussi bien routières, maritimes, fluviales, aériennes ou même ferroviaires, bref, toutes les voies de communication qui vont permettre à l'entreprise de faire entrer ou sortir des biens de la ferme. Plus les voies de communication vont être développées et entretenues, plus cela va favoriser le développement de l'entreprise agricole. Mais à l'inverse, moins elles sont développées, plus cela peut freiner son développement. Le troisième critère est le dynamisme territorial. Ce dynamisme va dépendre des initiatives qui sont prises par les acteurs du territoire. Les acteurs du territoire sont les dirigeants des collectivités territoriales, comme les maires des communes, les présidents de communautés de communes ou le préfet. Il faut donc s'intéresser aux initiatives prises par ces acteurs en faveur ou non de l'agriculture. On retrouve le plus souvent des actions en faveur telles que les aides financières ou les conseils. Au niveau du dynamisme territorial, on retrouve aussi les associations locales, autres que les associations sportives qu'on a développées dans le premier critère. Elles nous donnent des indices sur le dynamisme du territoire. Les associations qui intéressent le plus souvent les agriculteurs sont les associations de chasse ou de pêche ou de protection de la nature, mais on voit aussi des associations citoyennes en lien avec l'agriculture, et en particulier la vente en circuit court, comme par exemple les AMAP, les associations pour un maintien de l'agriculture paysanne. Enfin, le quatrième critère à observer est le dynamisme du milieu agricole lui-même. On peut regarder par exemple le nombre d'agriculteurs sur la commune, rechercher si la profession s'est organisée sur le territoire pour travailler les uns avec les autres, au travers de la présence de CUMA, de services de remplacement, ou d'entraide. Une fois que vous aurez relevé tous les critères observables du milieu socio-territorial, vous serez capable de poser votre diagnostic et de dire oui, le milieu socio-territorial est dynamique, car il y a, et là vous reprenez les informations que vous avez mis dans les 4 critères, ou de dire non, le milieu socio-territorial est faible au niveau de son dynamisme, car, et vous reprenez les points faibles du milieu socio-territorial que vous avez mis en évidence dans les critères. Et selon le diagnostic que vous poserez, vous pourrez donc dire si le milieu socio-territorial favorise le développement de l'entreprise agricole, car le dynamisme est bon, alors ce sera un atout pour l'entreprise agricole, ou alors si le milieu socio-territorial a tendance à freiner le développement de l'entreprise agricole quand le dynamisme n'est pas suffisant. Et alors, ce sera une contrainte. À présent, nous allons nous intéresser à l'environnement naturel sur lequel est implantée l'entreprise agricole. Le premier critère à identifier est celui des facteurs climatiques. Il s'agit de définir le climat de la zone et surtout de préciser d'éventuels microclimats liés à des conditions particulières, la proximité avec une forêt, la localisation dans une vallée, etc. Je vous renvoie à votre cours de biologie écologie de première pour les définitions du climat et du microclimat. Il faut aussi mettre en évidence les enjeux climatiques, c'est-à-dire les problématiques climatiques de la zone qui ont un impact sur le fonctionnement de l'entreprise agricole. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sécheresse. Maintenant, il faut observer le critère des facteurs pédologiques, c'est-à-dire, dans un premier temps, définir le type de sol, spécifier le potentiel de productivité et le relief.
Et enfin, mettre en évidence les problématiques pédologiques rencontrées et qui ont un impact sur le développement de l'entreprise agricole. Le plus souvent, on parle d'érosion, d'hydromorphie ou de pression foncière. Une fois que vous aurez relevé tous les critères observables de l'environnement naturel, vous serez capable de poser votre diagnostic et de dire en quoi l'environnement naturel favorise le développement de l'entreprise agricole ou en quoi il le limite. À la fin de ces deux diagnostics, vous aurez mis en évidence les atouts et contraintes de l'entreprise. Alors pour rappel, un atout est un facteur qui va favoriser le développement de l'entreprise et qu'on ne peut pas changer. Une contrainte est un facteur qui va limiter le développement de l'entreprise et qu'on ne peut pas changer non plus. Donc par exemple, une entreprise agricole ne peut pas prendre la décision d'améliorer à elle toute seule le dynamisme agricole ou de rendre la commune plus dynamique ou même de la rapprocher de la ferme. On ne peut pas non plus décider de changer de son climat ou de son type de sol. Donc l'entreprise agricole, elle doit s'adapter aux atouts et contraintes de son environnement. En conclusion, le plus souvent, vous présentez les atouts et contraintes à la fin dans votre dossier de stage dans un petit tableau. Gardez ça à l'esprit. Un petit tableau résumé des atouts et contraintes. Revenons à présent à la page principale. J'ai fait apparaître, comme vous pouvez le voir, un petit A et un petit C pour atouts et contraintes, puisque nous venons d'étudier que les interactions entre l'entreprise agricole et son environnement se définissent par les atouts et contraintes. Nous avons jusqu'à présent étudié le territoire de l'entreprise agricole. Nous avons vu que la définition du territoire varie en fonction des critères étudiés et nous avons mis en évidence les liens qui existent entre l'entreprise agricole et ses partenaires et l'entreprise agricole et son environnement. À présent, nous allons nous intéresser à la définition des différents systèmes. Je vous rappelle que l'approche systémique étudie les interactions entre l'entreprise agricole et son territoire, ce que nous venons de voir, et les interactions entre les différents systèmes que nous allons donc définir. Le premier système auquel nous allons nous intéresser est le système le plus global que l'on appelle le système d'exploitation. C'est toute l'entreprise agricole, toute l'exploitation. Le système d'exploitation est donc un système qui englobe d'autres systèmes. Dans le système d'exploitation, on trouve donc d'autres systèmes et le premier que nous allons étudier est le système social de l'entreprise. Alors à l'intérieur du système social de l'entreprise, on trouve tous les hommes et les femmes de l'entreprise. Donc il faut étudier les personnes qui travaillent et qui dirigent l'entreprise agricole pour comprendre son fonctionnement. On va donc s'intéresser aux différentes caractéristiques à la fois individuelles et collectives des personnes qui dirigent l'entreprise agricole. Pour chaque dirigeant, vous devez connaître son identité, bien sûr, son âge, sa situation familiale, ses responsabilités extérieures, mais aussi ses compétences, son expérience professionnelle et ses diplômes. Ces critères individuels vont vous permettre de comprendre pourquoi des décisions sont prises sur l'entreprise. Un exemple simple. Le dirigeant de l'entreprise a 65 ans, il prend la décision de partir à la retraite. Logique. Deuxième exemple, un peu plus compliqué. Le dirigeant de l'entreprise est célibataire, sans enfant. Il a décidé de réduire au minimum sa rémunération car ses besoins personnels sont limités. Et enfin, troisième exemple, le dirigeant a travaillé pendant 5 ans en Nouvelle-Zélande. Il s'installe en France et décide de mettre en place un système de pâturage tournant dynamique. Donc là, on voit que les caractéristiques individuelles nous donnent des indications pour comprendre les décisions qui sont prises sur l'entreprise. Ensuite, on s'intéresse également aux caractéristiques du groupe, dans le cas où il y a plusieurs dirigeants qui sont associés. On va donc chercher à identifier les liens de parenté, s'il y en a, quelle est la répartition des parts sociales de l'entreprise, c'est-à-dire combien chaque
associé possède de parts dans l'entreprise, on l'exprime souvent en pourcent, et aussi quelles sont les responsabilités dans l'entreprise agricole. Parfois, on a un associé responsable des cultures, l'autre des vaches, le troisième de la volaille, etc. La connaissance de toutes ces caractéristiques nous aide à analyser et à comprendre l'organisation, le fonctionnement du système social de l'entreprise. Ils vont permettre d'expliquer les interactions entre le système social et les autres systèmes. Ensuite, on doit s'intéresser, et c'est extrêmement important, c'est vraiment capital, aux motivations des dirigeants de l'entreprise agricole. Les êtres humains ont besoin de motivation pour s'épanouir, y compris professionnellement. Il faut identifier ce qui motive, ce qui donne envie aux agriculteurs d'exercer ce métier et comprendre ce qui leur donne envie de faire évoluer leur entreprise dans telle ou telle direction. Les dirigeants d'une entreprise agricole se fixent forcément des buts à atteindre pour cette entreprise. Pour atteindre ces buts, les dirigeants vont décider d'une ou plusieurs stratégies qu'ils vont mettre en place. Vous allez donc devoir identifier chaque stratégie et on appelle ces stratégies des axes stratégiques. Le plus souvent, l'entreprise agricole a un axe plutôt économique, un axe stratégique plutôt économique, du style gagner plus d'argent, des choses comme ça, dégager du revenu, et un axe plutôt social qui est en général en lien avec les conditions de travail. Pour vous aider, on va prendre une image. Imaginez un arbre. L'axe stratégique est un tronc d'arbre. Gardez bien cette image en tête, elle va nous suivre. Un axe stratégique se divise en objectifs stratégiques. Si vous n'avez qu'un tronc d'arbre, l'arbre ne pousse pas, on est d'accord. Si je vous dis par exemple que l'axe stratégique de l'entreprise agricole de Monsieur Dupont est de gagner davantage d'argent. Vous allez me dire, ok, c'est bien, mais il fait comment Monsieur Dupont pour gagner davantage d'argent? Eh bien, l'objectif stratégique, c'est le comment on fait pour réaliser son axe stratégique. Si on reprend la métaphore de l'arbre, l'objectif stratégique, le ou les objectifs stratégiques, ce sont des branches. Mais est-ce qu'un arbre peut se développer avec seulement un tronc et des branches? La réponse est non. L'arbre a besoin de feuilles vertes pour faire sa photosynthèse. Et donc, les décisions stratégiques, les feuilles vertes, sont les mises en action des objectifs stratégiques. On formule le plus souvent une décision stratégique en commençant par un verbe d'action. Acheter un, changer de, agrandir le. Une décision stratégique est une action concrète qui s'est déroulée, qui a eu lieu sur l'entreprise et qui est la preuve que l'objectif stratégique est bien en train de se réaliser. Lorsqu'on dirige une entreprise agricole, on a aussi besoin de savoir si les décisions stratégiques, les actions prises permettent bien de faire avancer l'objectif stratégique et donc de réaliser la stratégie choisie. Pour vérifier que les décisions ont bien l'effet que l'on souhaite, on va chercher à mettre en évidence des indicateurs de performance stratégique. C'est un rétrocontrôle, un feedback. Ce sont des observables qui permettent de dire si la stratégie est efficace. Voici un exemple. Toujours Monsieur Dupont qui souhaite gagner plus d'argent, c'est son axe stratégique, et pour y parvenir, il se fixe comme objectif stratégique de baisser ses charges opérationnelles. Il décide donc, décision stratégique, de produire lui-même son soja pour ne plus en acheter à son négociant, car ça lui coûte trop cher. À la fin de son exercice comptable, M. Durand compare le coût alimentaire de son année soja produit avec celui des années précédentes et constate que le coût alimentaire a augmenté. L'indicateur de performance coût alimentaire prouve que M. Dupont, la décision de M. Dupont n'a pas atteint l'objectif qui s'était fixé. Nous avons dit précédemment, l'entreprise agricole est un système complexe à analyser et nous avons besoin d'outils pour mieux le comprendre. Donc, pour présenter les stratégies mises en place par une entreprise, on utilise un outil. Et cet outil, c'est le schéma décisionnel. Il faut comprendre schéma qui présente comment se passe la prise de décision dans l'entreprise.
Nous reviendrons plus précisément sur le schéma décisionnel dans la seconde partie de la vidéo. Alors retournons à notre page principale. Vous voyez, j'ai fait apparaître une phrase « Prise de décision pour mettre en œuvre la stratégie plus rétrocontrôle par les indicateurs de performance » pour que vous ayez toujours en tête l'importance du système social. Je l'ai donc résumé en une petite phrase. Nous avons dit précédemment que le système d'exploitation était un métasystème qui englobait d'autres systèmes. Nous avons vu le système social. Maintenant, nous allons définir le système de production. Pour comprendre le système de production, nous allons nous intéresser à deux composantes. D'abord, la conduite des systèmes de production, puis les moyens de production. Commençons par les systèmes de production. Pour être vraiment exact, je dois plutôt dire les sous-systèmes de production. Mais bon, le premier sous-système est le système d'élevage. Il peut y avoir plusieurs ateliers dans le système d'élevage, vaches laitières, vaches allaitantes, volailles, porcs, etc. Pour comprendre son fonctionnement, vous devez en connaître les caractéristiques pour chaque atelier de l'ensemble de la chaîne de production, c'est-à-dire choix de race, choix d'alimentation, reproduction, commercialisation, toutes les caractéristiques. Vous devez aussi connaître les indicateurs de performance. Pour un atelier vache laitière, ça peut être une moyenne d'étable, des taux. Pour des vaches allaitantes, un GMQ ou un rendement en viande. Pour la volaille, un indice de consommation ou un taux de perte. L'autonomie alimentaire du système d'élevage est aussi un critère intéressant à connaître. Il nous permet de rentrer dans les interactions avec les autres sous-systèmes de production que nous allons détailler par la suite. Enfin, les résultats technico-économiques rendent compte des performances globales de chaque production. Le deuxième sous-système à étudier est le système de culture. Le principe est identique. Vous avez besoin de connaître les caractéristiques du système de culture. Pour le comprendre, vous utilisez des critères descriptifs classiques tels que l'assolement, la rotation, le type d'itinéraire technique et les modes de commercialisation. Les indicateurs de performance à utiliser sont par exemple les rendements, la qualité des céréales produites, taux de protéines, pourcentage d'humidité, etc. Vous devez connaître ces caractéristiques pour chaque culture du système de culture. L'autoconsommation des céréales de l'entreprise agricole permet de faire le lien avec l'atelier d'élevage et met en avant les interactions entre les deux ateliers. Enfin, les résultats technico-économiques, comme une marge, un prix à la tonne, sont des repères pour comprendre l'efficacité économique de l'atelier. Le troisième sous-système est le système fourrager. Il est placé en dessous du système de culture car ils sont très liés. Comme pour les autres systèmes, vous devez en connaître les caractéristiques, nature des fourrages cultivés, surface, conduite, mode de récolte, sont des critères indispensables. Les performances de l'atelier sont évaluées grâce à des indicateurs comme le rendement, le taux de matière sèche, les valeurs alimentaires. Il est intéressant de préciser le pourcentage d'autonomie fourragère pour évaluer l'autonomie en fourrage de l'entreprise. Enfin, le coût de production des fourrages, en comparaison avec une moyenne de groupe, est un bon moyen d'estimer la performance de l'atelier. Nous avons vu les trois principaux systèmes de production. Maintenant, nous allons nous intéresser aux interactions qui existent entre les systèmes. Nous l'avons dit au début de la présentation, l'approche systémique s'intéresse aux interactions entre les différents systèmes de l'entreprise agricole. J'ai listé les principales interactions qui existent entre le système d'élevage et les systèmes culture-fourrage, en sachant qu'il s'agit principalement de deux types d'interactions. Le système culture-fourrage fournit l'alimentation au système d'élevage, et là le pourcentage d'autonomie alimentaire est très intéressant à relier. Et à l'inverse, le système d'élevage fournit des fertilisants organiques au système culture-fourrage. Dans ce bloc interaction, il est important de pouvoir quantifier
autant les quantités d'aliments et de fourrage produits que les quantités d'effluents produits et épandus. De plus, dans le cadre de la directive nitrate, il est possible que l'agriculteur fasse analyser ses effluents. Cela sera intéressant de pouvoir présenter les valeurs fertilisantes. Pour finir, le dernier sous-système est celui des activités annexes. Il n'a pas de lien direct avec les autres systèmes, cependant il s'agit bien d'une production d'énergie ou de services, qui donne lieu à une rentrée d'argent et qui peut répondre à une ou des envies des dirigeants. Il faut donc en tenir compte dans notre analyse. Revenons maintenant à notre page principale. Nous venons d'étudier la conduite des systèmes de production, nous allons maintenant nous intéresser aux moyens de production. Le premier moyen de production que j'ai choisi est le foncier. Il a une place un peu particulière dans les moyens de production car il fait partie de l'environnement. Mais dans cette partie, nous allons l'étudier sous un angle différent et ajouter aux caractéristiques celles déjà énoncées dans la partie environnement. La première caractéristique à laquelle on va s'intéresser est caractéristique du parcellaire, c'est-à-dire est-ce qu'il est regroupé, est-ce qu'il est morcelé, quelle est la taille moyenne des parcelles, existe-t-il des infrastructures agroécologiques telles que des haies, des mares, des bosquets favorables à la biodiversité. Deuxième caractéristique du foncier est le mode de faire valoir. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, il s'agit de savoir quels sont les pourcentages de terres qui sont en propriété et le pourcentage en location. La troisième caractéristique est en lien direct car il s'agit de définir la sécurité des baux de location. Pour les terres agricoles, vous devez être capable de dire si l'agriculteur va pouvoir garder ses terres de manière durable. Avoir des terres de manière durable est une sécurité pour une entreprise agricole, car les terres sont le socle de la production agricole. Il existe différents types de baux en agriculture, on dit baux ruraux. Les plus courants sont le bail de 18 ans, renouvelable tous les 9 ans, le bail de 25 ans et le bail de carrière. Ça veut dire pour toute la vie professionnelle agricole du locataire. Tout autre type de bail de courte durée, particulièrement les baux établis à l'oral, ne sont pas durables. Enfin, la quatrième caractéristique est le prix de la location. Donc vous devez être capable de citer le prix moyen de location et de le comparer à une référence locale. Le principal critère qui fait augmenter ou baisser le prix de la location, c'est la qualité du sol et donc son potentiel de production. D'autres critères comme les aménagements fonciers, la présence de clôtures ou de points d'abreuvement peuvent être également intéressants lorsqu'il s'agit de pâturage. Voici les 4 caractéristiques majeures qui complètent le diagnostic réalisé dans l'aspect environnement. De la même façon, nous gardons la même classification. Un atout lorsque cela favorise l'activité de l'entreprise agricole et une contrainte lorsque cela la freine. Le second facteur de production que nous allons étudier est le matériel. Pour réaliser le diagnostic de ce facteur de production, vous devez connaître les caractéristiques du matériel. Je dis bien vous devez connaître, pas la personne qui lit votre diagnostic. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire qu'il est inutile de présenter la liste de tout le matériel de l'entreprise agricole. La seule chose qui intéresse votre lecteur évaluateur jury, c'est l'interprétation que vous en faites au travers des 5 critères que nous allons voir ensemble. Rappelez-vous bien, pas de liste du matériel, mais votre diagnostic. Le premier critère à étudier est de savoir quelle est la part du matériel qui est en propriété, en copropriété, en CUMA. Éventuellement en location, mais c'est assez rare. Il est aussi très important de justifier ce choix de l'agriculteur. Pourquoi privilégier la pleine propriété du matériel? Est-ce une question de disponibilité, de maîtrise de l'usure? Et de la même façon,
Pourquoi le chef d'entreprise a-t-il décidé d'investir en copropriété? Et enfin, pourquoi le choix du matériel en cumin? Qu'est-ce que cela lui apporte? Le second critère à envisager est l'adaptation du matériel aux productions et aux facteurs de production. Parfois, l'entreprise agricole a évolué plus vite que le matériel agricole. Le chef d'entreprise a augmenté son foncier, mais les outils ne sont plus dimensionnés à la taille des parcelles. Parfois, c'est l'inverse. Le matériel a évolué plus vite que les productions. Il est surdimensionné. On peut aussi parler de suréquipement. Le troisième critère est l'état de vétusté, c'est-à-dire est-ce que le matériel est ancien ou récent. Le quatrième critère est celui de l'entretien, c'est-à-dire est-il régulier dans l'optique de faire durer le plus possible le matériel ou est-ce que l'entretien n'est pas une priorité. Il est intéressant ici de savoir qui fait l'entretien. Est-ce l'agriculteur lui-même qui le fait autant que possible ou est-ce que l'entretien est délégué systématiquement à un mécanicien extérieur? Si l'agriculteur le fait lui-même, vous devez savoir pourquoi. Est-ce par goût pour la mécanique ou est-ce un moyen de limiter les coûts d'entretien? Il est aussi intéressant à ce stade de savoir quelle relation commerciale le chef d'entreprise entretient avec son prestataire de service en mécanique. Est-il en confiance? Est-il satisfait de la qualité du travail, des tarifs, de la disponibilité? Le cinquième critère est celui de la politique de renouvellement et de financement. Quelle est la stratégie décidée par le chef d'entreprise? Renouvelle-t-il le matériel régulièrement pour toujours avoir du matériel récent, performant, confortable, voire high-tech? Ou peut-être que le chef d'entreprise préfère faire durer, vieillir le matériel le plus possible? La dernière chose à interroger est le mode de financement du matériel. Le chef d'entreprise peut choisir d'autofinancer au maximum, c'est-à-dire payer avec les réserves d'argent dont il dispose, soit il peut décider d'acheter à crédit auprès de sa banque. Nous avons donc vu les 5 critères. Maintenant, nous allons nous intéresser à leur évaluation. Le matériel est un facteur de production qui s'évalue en termes de points forts et points faibles. Un point fort est quelque chose qui facilite l'activité de l'entreprise et sur lequel il y a des possibilités d'action. Par exemple, avoir du matériel récent est un point fort que l'on peut soit maintenir en renouvelant régulièrement ou en améliorant, en achetant du matériel de plus en plus performant. Un point faible est une caractéristique qui pénalise le développement de l'entreprise, mais sur laquelle on a des possibilités d'action, c'est-à-dire que l'on peut l'améliorer, on peut le changer. Un point fort, je le note avec un petit plus vert entouré, et un point faible avec un petit moins rouge entouré. Nous avons terminé avec ce facteur de production, mais avant de passer au suivant, je voudrais vous rappeler la différence entre un atout contrainte et un point fort, point faible. Le chef d'entreprise a des possibilités d'action sur un point fort et un point faible. En revanche, il ne peut pas changer un atout ou une contrainte puisqu'ils sont liés à l'environnement. Le facteur de production suivant concerne les bâtiments. Il y a 5 critères à explorer pour réaliser le diagnostic des bâtiments. Le premier critère est l'état de vétusté, c'est-à-dire sont-ils récents ou anciens. Le second critère est celui de l'entretien, c'est-à-dire les bâtiments sont-ils entretenus régulièrement ou sont-ils laissés dans leur état d'usure. Le troisième critère est celui de la fonctionnalité. Un bâtiment fonctionnel est un bâtiment dans lequel il est pratique de travailler. La largeur des allées, la hauteur des plafonds ou l'agencement du bâtiment sont des indices importants. Le quatrième critère est le niveau d'équipement. Il faut donc évaluer si les équipements présents dans les bâtiments favorisent le déroulement des opérations de production. On regarde particulièrement les salles de traite, le type de logement des animaux, les parcs et cages de contention, la présence de box de mise-bas, etc. Enfin, le cinquième critère que vous devrez mettre en évidence est savoir si les bâtiments sont suffisants en nombre.
Les animaux sont-ils logés, notamment l'hiver? Tout le matériel est-il stocké à l'abri? Nous avons passé en revue les 5 critères. Selon votre diagnostic, vous conclurez en disant si les bâtiments sont un point fort de l'entreprise ou s'ils sont un point faible. Nous pouvons à présent passer à notre dernier facteur de production, la main-d'œuvre. 4 éléments sont à prendre en compte. Le premier élément est la nature de la main-d'œuvre présente dans l'entreprise agricole. Commençons par la main-d'œuvre exploitant ou associée. Ce sont les personnes qui détiennent l'entreprise et leur investissement en nombre d'heures peut être quasi sans limite. Existe-t-il de la main-d'œuvre salariale? Combien? Quel type de contrat? Est-ce un CDD, un CDI? Pour estimer la durabilité de la présence de cette main-d'œuvre dans l'entreprise. Quelle est la durée hebdomadaire de travail? Pour savoir si le ou les salariés sont à temps plein ou à temps partiel. Une fois l'inventaire, en quelque sorte, de toute la main-d'œuvre présente, il faut vous interroger sur les compétences de cette main-d'œuvre. C'est le deuxième critère. Mais comment évaluer la compétence d'un professionnel lorsqu'on est soi-même en formation? Eh bien, il existe des critères objectifs tels que l'expérience professionnelle, les diplômes, les formations professionnelles. Le troisième critère est celui de la disponibilité. Il concerne la main-d'œuvre salariale et le ou les chefs d'exploitation. Les activités agricoles ne sont pas soumises aux mêmes notions de temps que la majorité des autres types de professions. Les agriculteurs travaillent avec du vivant, animal et végétal, et dans des conditions artificielles, manipulées par l'homme à des fins de productivité. En effet, la nature seule n'a pas besoin de nous pour fonctionner, au contraire. Dans ces conditions, l'homme doit être disponible pour agir au moment où le vivant en a besoin, quand l'animal a faim, a soif, pour planter la graine ou récolter la culture. Disposer d'une main-d'œuvre disponible est un facteur de réussite des activités agricoles. Le chef d'entreprise se rend en général disponible au moment nécessaire, mais le salarié, qui ne détient pas l'entreprise, lui, il n'est pas obligé de se rendre disponible à la demande du vivant. L'activité d'un salarié est dirigée par les lois du Code du travail et de la convention collective du secteur. Seule la bonne volonté du salarié, son investissement dans l'entreprise, garantit sa disponibilité. On peut donc comprendre rapidement combien il est important d'avoir une main-d'œuvre disponible et combien c'est un point fort. Enfin, le dernier élément, mais néanmoins incontournable de l'analyse de la main-d'œuvre, est une approche quantitative des besoins et des ressources en heures de travail. Pour réaliser ce calcul, on utilise la méthode du bilan. La méthode du bilan consiste à calculer le nombre d'heures dont l'entreprise a besoin pour toutes les productions et les tâches administratives, puis de comparer le chiffre obtenu au volume d'heures de main-d'œuvre disponible, autant chef d'entreprise que salarié. Lorsque le besoin est supérieur à la ressource, il y a un déficit. Et à l'inverse, lorsque le besoin est inférieur à la ressource, il y a un excédent. Dans les deux cas, il vous appartient de proposer des changements permettant d'optimiser le besoin et les ressources. La complexité de ce diagnostic quantitatif de la main-d'œuvre, c'est qu'il doit tenir compte des interactions qui existent entre les autres facteurs de production. En effet, le temps passé dans les ateliers va dépendre par exemple des caractéristiques du parcellaire. Plus un parcellaire est regroupé, plus le temps passé va être réduit. Et au contraire, un parcellaire éclaté va obliger l'agriculteur à passer beaucoup de temps sur la route. Des bâtiments fonctionnels permettent de réaliser les tâches plus rapidement. Du matériel bien adapté à la taille des productions fait gagner du temps. Par exemple, lorsqu'il faut préparer 2 bols pour nourrir un seul troupeau de bovins, le matériel n'est pas adapté. Enfin, la dernière interaction est liée au chef d'entreprise. Selon son profil, nous en avons vu 3, le perfectionniste, l'efficient et le simplificateur. Il mettra plus ou moins de temps à réaliser les tâches. Nous venons donc de voir les 5 critères d'évaluation de la main-d'œuvre. Au regard de ces 5 critères, vous devez établir un diagnostic en points forts et en points faibles.
Est-ce que la main-d'œuvre est suffisante? Est-ce que la main-d'œuvre est un facteur qui facilite le développement de l'entreprise? Un point fort. Est-ce que c'est un facteur qui limite le développement de l'entreprise? Un point faible. Et à ce compte-là, que faire pour réduire ce point faible? Revenons à présent à notre page principale. Vous voyez que j'ai fait apparaître notre code, point fort, point faible, avec le petit plus et le petit moins. Notre analyse systémique est à présent terminée. Vous avez étudié chaque système en tenant compte des interactions et vous avez réalisé des diagnostics qui vous ont permis de conclure à des atouts, contraintes et points forts, points faibles. Félicitations. Mais le travail n'est pas terminé. Comment présenter à votre évaluateur ce travail de manière synthétique et cohérente? Il existe un premier outil qui va vous permettre de présenter la synthèse de votre travail, c'est le schéma du système opérant. Il reprend les systèmes que vous avez étudiés en soulignant les interactions et les conclusions de vos diagnostics. Je vais vous proposer un modèle de schéma opérant, il s'agit d'une proposition. Il peut vous inspirer pour que vous le réadaptiez à l'entreprise étudiée. Mais sachez qu'un schéma du système opérant est toujours complexe et que si vous le simplifiez, vous allez perdre en cohérence dans la présentation de votre analyse. Dans tous les cas, le schéma du système opérant doit faire apparaître tous les systèmes. On y retrouve donc le territoire avec ses caractéristiques essentielles et le diagnostic socio-territorial, ainsi que celui de l'environnement naturel sous la forme d'atouts contraints. Vous allez le retrouver ici. Toujours dans le territoire, on voit apparaître ici les partenaires en amont de l'entreprise et ici les partenaires en aval de l'entreprise. Dans ces cadres, vous pouvez citer le nom des principaux partenaires commerciaux, mais le plus important est de souligner la stratégie commerciale choisie par le ou les chefs d'entreprise, pour l'amont comme pour l'aval. Ici, dans le cadre noir, vous resituez les principales caractéristiques de l'entreprise. Ensuite, vous faites apparaître votre diagnostic matériel et bâtiment sous la forme de points forts, points faibles. J'ai choisi de différencier le matériel et les bâtiments d'élevage de ceux dédiés aux cultures. Donc ils apparaissent ici à gauche pour les cultures et ici à droite pour les productions animales. Tout ce qui doit figurer, c'est le diagnostic en point fort, point faible, pas de liste de matériel. Ensuite, vous avez les deux grands cadres des productions. J'ai mis à gauche la production végétale, ici, y compris les productions fourragères, et à droite, les productions animales. Dans ces deux cadres, vous mettez en évidence les caractéristiques, les données techniques et les indicateurs de performance. Enfin, au centre, j'ai fait apparaître les interactions. Les interactions apparaissent sous un angle quantitatif, nombre de tonnes, nombre de mètres cubes, etc. Nous avons donc terminé avec ce modèle de schéma du système opérant. Pourtant, je vous ai dit que tous les systèmes devaient apparaître et un n'y figure pas, c'est le système social. Effectivement, le système social est tellement important qu'il a son schéma à lui tout seul. C'est notre second outil, le schéma décisionnel. Alors, le schéma décisionnel, c'est l'expression des stratégies conduites par le ou les chefs d'entreprise pour le développement de l'entreprise agricole.
Nous l'avons déjà dit, l'entreprise est dirigée par des êtres humains. Et ils vont globalement avoir deux buts dans leur vie professionnelle agricole. Le premier est de gagner de l'argent pour vivre, faire vivre sa famille et continuer à développer son entreprise. Le second but est de travailler dans des conditions vivables qui lui permettent de s'épanouir professionnellement sans s'épuiser à la tâche. Pour cette raison, par convention, on a tendance à présenter un schéma décisionnel au travers de deux grands axes stratégiques. Un axe stratégique à dimension économique qui rejoint l'idée de gagner de l'argent, dégager du revenu, etc. Et un axe à dimension sociale ou humaine, plus en lien avec la vivabilité des conditions de travail. Alors, il peut y avoir un troisième axe qui reste dans une dimension humaine et qui est un axe idéologique. On le retrouve parfois chez des chefs d'entreprise engagés dans un mode d'agriculture soucieux de l'environnement, du développement local, bref, de la durabilité. Nous avons parlé des axes stratégiques. À présent, nous allons nous intéresser aux objectifs stratégiques. Un objectif stratégique est une sous-partie d'un axe stratégique. L'axe stratégique se divise donc en un ou plusieurs objectifs. Rarement un seul objectif, je vous avouerai. Un objectif définit la mise en œuvre de la stratégie. Par exemple, l'axe stratégique de M. Dupont est de gagner plus de revenus. Dégager plus de revenus. Pour y parvenir, il a pour objectif de réduire ses charges. Réduire ses charges est un objectif stratégique. Intéressons-nous à présent aux décisions stratégiques. La décision stratégique est une mise en action d'un objectif stratégique. Il s'agit de prises de décision, d'actions qui ont réellement eu lieu dans l'entreprise. On a tendance à sélectionner des décisions qui ont entre 5 et 7 ans maximum. En effet, l'entreprise peut réaliser d'importants changements et des décisions de 10 à 15 ans ne sont plus forcément cohérentes dans le système actuel. Pour formuler une décision, on commence par un verbe d'action. Je vais donc vous donner des exemples de décisions, de phrases construites avec un verbe d'action. Donc, par exemple, on peut utiliser le verbe changer. Changer de salle de traite, changer de tracteur de tête, acheter un parc de contention, acheter une barre de guidage GPS, embaucher un salarié, construire un bâtiment d'élevage ou un bâtiment de stockage, etc. Nous allons à présent nous intéresser au rétro-contrôle. Rétro veut dire en arrière, et donc contrôle. C'est donc le contrôle de ce qui s'est passé, de ce qui a été décidé dans le temps. Lorsqu'un chef d'entreprise prend une décision, il doit avoir un moyen de contrôler sa décision pour savoir si elle a été efficace, qu'elle a bien produit l'effet qu'il souhaitait. Par exemple, un éleveur décide de changer sa ration, car il a pour objectif d'augmenter la productivité des animaux. Une fois la ration calée, il constate que les bovins ont en effet produit plus de lait, pour exemple, depuis ce changement de ration. L'indicateur de la performance est la production de lait par vache, qui a augmenté de X%. L'indicateur confirme bien que la décision a atteint l'objectif visé. Enfin, sachez que pour un objectif, vous devez présenter au minimum 2 ou 3 décisions pour qu'il soit validé. En ce qui concerne la présentation, 2 formes sont conseillées. Vous avez soit un schéma de type mind mapping que je vais vous montrer. Le voici, vous le connaissez, nous l'avons déjà vu ensemble en classe. Donc vous retrouvez ici un axe stratégique. Donc les axes stratégiques se trouvent dans des petits carrés verts. Dans les bulles jaunes, on va retrouver les objectifs stratégiques. Donc là, vous pouvez constater
que les objectifs sont bien reliés à l'aide de flèches à l'axe. Donc le lien entre les deux est mis en évidence par les flèches. Ils sont liés. Et enfin, vous allez retrouver ici, dans les cases oranges, les indicateurs de performance et les décisions stratégiques. Donc décisions stratégiques et indicateurs de performance, comme on vient de l'expliquer. Dans mon schéma, c'est un exemple à 3 axes. Vous avez ici le numéro 1, ici le numéro 2 et ici le numéro 3. Et à chaque fois, vous avez ici 4 objectifs, ici 2 et ici 2. Voilà. Donc voilà une présentation type d'un schéma décisionnel sous la forme d'un mind mapping, de bulles, etc. Sous la forme d'un schéma. La deuxième forme possible est le tableau. Alors, je vous montre la forme d'un tableau. Vous avez ici l'axe stratégique. À cet axe stratégique correspondent des objectifs stratégiques que vous retrouvez ici. Donc là, il n'y a plus de flèches. En fait, comme c'est dans les cases du tableau, c'est forcément lié. Et ici et ici pour toute la ligne, les décisions stratégiques et indicateurs stratégiques qui y sont associés. Donc voilà pour la deuxième forme. Vous pouvez utiliser la forme avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Soit le mind mapping, soit le tableau, les deux sont tout à fait recevables. Et je voulais vous préciser aussi, en ce qui concerne les décisions, il est possible qu'une décision soit valide pour plusieurs objectifs stratégiques. Donc vous pouvez retrouver une même décision à différents endroits de votre schéma décisionnel. Et bien voilà. Nous allons donc passer à la conclusion. Nous avons étudié au travers de cette vidéo les bases de l'approche systémique. Nous avons défini cette approche et nous avons pu constater qu'il s'agissait d'une approche complexe à l'image de l'entreprise agricole qui étudie tous les systèmes de l'entreprise ainsi que les interactions entre les systèmes. Nous avons étudié la place centrale des diagnostics atout contrainte, point fort, point faible dans la compréhension et l'analyse de l'entreprise agricole. Nous avons souligné l'importance du système social qui est le cœur du système et qui, au travers des décisions prises par les hommes et les femmes de l'entreprise, maintient le système en vie ou non. Enfin, nous avons vu 2 outils de cette approche systémique, le schéma du système opérant et le schéma décisionnel. À vous, à présent, de réaliser ce travail sur votre entreprise d'alternance. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à très bientôt.